Salut à tous et à toutes, ici Boris de la Bulle Ludique. Aujourd'hui, une vidéo hors série sur l'éditeur Pearl Games, un éditeur qui compte beaucoup pour moi. On va faire une rétrospective de leur jeu, puisque en fait, il n'y a pas si longtemps, ils ont quitté le paysage ludique. Asmodée a fermé le studio, donc c'est l'occasion de revenir sur leur histoire. Pearl Games, c'est un éditeur qui a débuté en tant qu'indépendant, en 2010. Sébastien Dujardin auto-édite tout simplement le jeu qu'il a créé avec ses amis. Xavier Georges, que vous connaissez sans doute, il vient de remporter l'Expert Game Award avec Carnegie, et Alain Orban, qui a récemment fait Hippocrate, que j'ai trouvé pas terrible. 3, à l'époque, acquiert petit à petit un succès d'estime. Il a longtemps été dans le top 100 Board Game Geek, et il se vend suffisamment pour maintenir la boîte à flot. Sébastien Dujardin, il travaille beaucoup ses jeux, il sera seul à la tâche pendant longtemps, et il ne sort généralement qu'une boîte par an pour Essonne. En 2014, Asmodée rachète Pearl Games pour en faire un studio Asmodée. À ce moment-là, beaucoup de joueurs sont inquiets. Mais en fait, on se rend compte que l'éditeur garde son identité, et que ce rachat par Asmodée leur permet tout simplement de bosser plus sereinement. Sébastien Dujardin, il peut embaucher, il peut déléguer, il va engager quelqu'un au développement, il va engager sa compagne à la communication, bon, même si c'est une petite boîte, tout le monde fait un petit peu de tout, et ils vont tenter des renouvellements. Il va y avoir une coédition avec Libellude, par exemple. Il va y avoir un jeu plus familial, loin de leur ADN expert, et puis récemment, un jeu de civilisation en temps réel, avec des sabliers. En termes d'expérimentation, ça se pose là. En 2022, on apprend qu'Asmodée ferme Pearl Games, donc licenciement des 3 salariés. Bon, les propriétés intellectuelles existent toujours, ils ont potentiellement le droit de continuer en indé, mais c'est financièrement plus tendu. Et à ce stade, on ne sait pas ce qu'il en sera, même si Sébastien Dujardin a exprimé l'envie de poursuivre, mais sans certitude. Sébastien Dujardin, dit Sebduge, c'est pour moi un érudit du monde du jeu, avec une très grande collection, plus de 1000 boîtes il me semble. Il joue à tout, y compris en famille, avec ses filles. Il est très réflexif dans son travail. Il se remet en question tout le temps, il prend les critiques très à cœur. C'est une qualité, bien sûr, parce que cette humilité fait qu'il reste en permanence à l'écoute des joueurs et en quête de renouvellement, mais ça peut aussi lui jouer des tours, lui mettre des coups au moral et entacher sa motivation. Alors, si ça vous intéresse, j'ai écrit un article dans la revue Médor qui parle de Pearl Games en le comparant à Repoprod. Bon, à l'époque, c'était toutes les deux des boîtes d'Asmodée et avec une ligne éditoriale très différente. Donc, je trouvais cet angle intéressant. Je vous mets le lien en description si ça vous tente. Alors, en termes de jeu, Pearl Games, c'était quoi? On va passer en revue leur création dans leur chronologie. En 2010, 3. Moi, je l'ai découvert sur le tard. C'est un jeu assez détonnant parce qu'il semble au départ trop chargé. Des objectifs secrets, des lancers de dés, du placement, des cartes à pouvoir spéciaux, des ennemis à combattre, des événements. Et pourtant, tout se marie bien. Donc j'ai mentionné que le jeu a longtemps été dans le top 100 Board Game Geek, c'est pas pour rien. Il y a plusieurs éléments intéressants qui rendent le jeu très interactif. D'abord, oui, on lance des dés qui représentent notre force de travail, des ouvriers qu'on a placés dans les différents bâtiments de couleur, militaires, civils et religieux. Mais il existe énormément de moyens d'agir sur nos dés. Les relancer, les retourner, etc. Et surtout, on peut acheter les dés de l'adversaire. Ça rend 3 hautement interactif. On surveille les autres en permanence pour leur couper l'herbe sous le pied. 2, les objectifs secrets, ils sont scorés par tout le monde. Il y a donc une dimension de bluff et de déduction tout au long de la partie pour essayer de comprendre qui incarne quel personnage, pour à la fois contrer l'adversaire et profiter de son scoring. Et enfin, chaque couleur d'ouvrier est associée à des cartes de pouvoir assez puissantes qui changent en fonction des parties et qu'on ne connaît pas au départ. On en révèle une au début de chaque manche. Donc cette variabilité, elle est appréciable, elle ne rend pas le jeu chaotique pour autant, puisqu'on peut très bien ignorer complètement ces cartes. C'est des axes de développement parmi d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans 3. Combattre les événements, construire la cathédrale, se placer dans les bâtiments. Et comme souvent, on ne peut pas être partout. C'est un jeu hybride, technique, mais avec des rebondissements imprévus qui nécessitent de s'adapter. Moi, j'en ai fait une quinzaine de parties. C'est un des Pearl Games que j'ai le moins sorti, surtout récemment, parce que c'est un petit peu difficile de rentrer dedans et que je l'ai découvert sur le tard. Mais c'est vraiment un excellent jeu, très riche. Et il a aussi une extension, Les Dames de Troie,
que je possède pas, mais qui est très bien, il me semble. En 2011, mon préf tournait par le même trio. C'est sans doute mon Pearl Games préféré. Et je dois être un des seuls, car il est vachement plus méconnu que son aîné. Il est sorti dans la foulée de 3, avec le même graphisme. On pourrait le voir comme une version carte de 3, mais c'est pour moi bien plus que ça. C'est un jeu de construction de tableaux, une mécanique que j'adore, et là aussi, hautement interactif, puisqu'on peut acheter les ouvriers de ses adversaires. Il y a une vraie dimension développement de moteur, beaucoup plus que dans 3, à mon avis, avec du recrutement d'ouvriers qu'on doit rappeler avec le bon timing pour pas que les autres puissent les utiliser alors qu'on vient de les relever, mais aussi 9 paquets de cartes différents dans lesquels on peut aller piocher. Et quand on connaît bien le jeu, on peut aller chercher une carte en particulier. Donc il y a une profondeur qui se dévoile au fil des parties. En piochant ces cartes, on va potentiellement déclencher des événements quand on tire un crieur public. Il n'y en a que un par pile, donc on peut prévoir, on peut chercher sciemment à activer des événements qui embêteront l'adversaire et pas nous. Moi j'en ai fait 31 parties et je pense que je m'en lasserai jamais. C'est vraiment un jeu merveilleux, trouvable à pas cher, il y a une extension dans la boîte, je vous encourage vraiment à l'essayer. Il est aussi dispo sur BGA, faites-moi signe si vous voulez qu'on se cale une partie, ça serait avec grand plaisir. En 2012, Jinkopolis de Xavier Georges, un jeu de draft, de construction de ville sur un plateau commun et de construction d'un moteur personnel devant vous. La thématique présente une ville du futur où la nature a repris le contrôle, ce qui se traduit par un jeu de tuiles en 3 dimensions dans lequel on peut construire en hauteur à la Acropolis, mais bien avant et en plus initié. C'est un jeu extrêmement atypique, pas facile à expliquer. On a des cartes en main et des tuiles bâtiments derrière son paravent, et on va faire une action différente en fonction de si on joue une carte seule, une carte lettre avec une tuile, une carte bâtiment avec une tuile. C'est un bordel. Mais une fois qu'on a compris le principe, c'est fluide, c'est extrêmement agréable. On déclenche des effets, on monte en puissance, on se pique des majorités dans les quartiers. C'est très interactif également. C'est chaotique si on joue à 5, mais c'est bien plus contrôlable à 2 ou 3. À 4, ça passe aussi. La gestion de la fin de partie est intéressante. On a des jetons pour changer sa main quand on a un mauvais tirage. Bref, c'est de la balle. J'en ai fait 27 parties. Il y a une extension que je possède. Figurez-vous qu'à l'époque, Sebduge m'avait envoyé gratuitement les 2 boîtes pour que je les chronique dans l'émission Board Game Breakfast de Dice Tower. Et oui, dans un anglais épouvantable. C'est toujours en ligne si vous voulez vous moquer. L'extension, elle s'appelle Les Experts, et il y a différents modules dedans, dont un excellent qui émule les leaders de Seven Wonders. C'est des cartes blanches qu'on draft en début de partie et qui ont des pouvoirs. Bon voilà, c'est pas classique pour un sou, mais ça étoffe la symétrie, c'est intéressant. Et les gros bâtiments, c'est pas mal non plus. Les parcs et les attaques qui rajoutent de l'interaction un petit peu fausse, un petit peu superficielle, c'est plus dispensable, mais ça reste une extension tout à fait recommandable et un excellent jeu surtout. En 2013, Bruxelles 1893 d'Étienne Espreman, qui est un des cofondateurs de Geek Attitude Games, qui édite entre autres Not Alone, SN The Game, etc. Et Geek Attitude Games a d'ailleurs récupéré les droits de Bruxelles 1893. Ils en ont fait un jeu de cartes. Moi, j'avais lu les règles, ça ressemblait à une version allégée, moins intéressante, donc j'étais pas client. Et le jeu va ressortir en jeu de plateau, agrémenté d'une extension cette année, il me semble. Moi, je reste accroché à ma version originale. J'en ai fait une quinzaine de parties, là aussi. C'est un jeu assez costaud, sur le thème de l'art nouveau à Bruxelles. On va croiser des personnalités comme Victor Horta, etc., avec 2 plateaux. Un dédié à du placement d'ouvriers classique, mais si on est majoritaire dessus, à la fin de la manche, on perd un ouvrier, donc on n'a pas envie d'y aller, ou en tout cas un petit peu moins que les autres, et un autre plateau où il faut ajouter une enchère à notre ouvrier quand on le pose. Du coup, quand on veut renchérir, il faudra replacer un ouvrier, et l'espace est évidemment limité. C'est original, c'est bien casse-tête, il y a des questions de tempo qui sont passionnantes, on se place en colonne pour récupérer des cartes de scoring, et en carré pour scorer des majorités. Donc tout ça, c'est un peu lourd à intégrer, mais c'est très bien pensé, ça s'imbrique de façon tout à fait pertinente, et il y a plein d'éléments à prendre en compte. À côté de ça, on va récupérer des œuvres, on influe sur le marché de l'art, on récupère des personnages qui ont des pouvoirs spéciaux, on glane des ressources, on construit des bâtiments qui nous donnent des bonus si les adversaires se placent dessus, etc. Donc, à côté de la mécanique de placement en chair, il n'y a rien de très original.
mais c'est tout à fait efficace. Le jeu a une très bonne variante à 2 joueurs, avec des ouvriers neutres pour se bloquer. On peut y jouer à 5, ne faites pas ça, ça doit être interminable. Moi je préfère à 2 ou 3. Mais c'est un excellent jeu qu'il faut que je ressorte. Je pense que je conserverai la version actuelle, même si la nouvelle version promet des graphismes reliftés, une extension dans la boîte, etc. Mais moi je reste attaché à la version Pearl Games. En 2014, on passe à une boîte carrée pour la première fois, Deus de Sébastien Dujardin. Deus, c'est une perle de ratio, simplicité, profondeur. Il aurait été un excellent candidat à l'As d'or initié si le prix existait à l'époque. C'est un jeu de combo de cartes avec du placement sur un plateau central. Quand vous placez un bâtiment, vous activez toute la colonne de son type de bâtiment, de bas en haut. On peut placer jusqu'à 5 bâtiments de chaque sorte, ce qui donne des effets en cascade assez jouissifs en fin de partie, parce que vous activez 5 effets d'affilée. Et si vous arrivez à vider votre main, petit effet bonus sympa, vous pouvez repiocher 5 cartes immédiatement. Donc vous avez gagné un tour quelque part. Mais si vous êtes bloqué ou que votre main vous semble naze, vous pouvez aussi vous défausser de tout ou partie pour compléter votre main à 5, c'est pas grave, et vous déclenchez un effet qui dépend de la couleur de la carte que vous avez laissée en haut de la pile. Et voilà, c'est tout. Donc 2 actions possibles, on enchaîne les tours, on se bloque sur le plateau, on fait la course pour récupérer les points de victoire des villages barbares qui sont placés. On a aussi des gros bâtiments de score, les temples, qui nécessitent d'être variés dans les couleurs pour qu'on puisse en placer plusieurs. Ça crée une tension intéressante, hein. On veut maxer les mêmes colonnes pour avoir plus d'effets qui se déclenchent, mais on doit aussi avoir des lignes équilibrées pour poser plus de temples. Pas mal d'interactions, notamment sur le placement et dans certains effets qui vont nous permettre de venir nous balader sur les bâtiments des autres, etc. Toutes les configurations sont bonnes, la place sur le plateau est adaptée en fonction du nombre de joueurs. Il y a une extension modulaire qui s'appelle Égypte qui existe, et elle vous permet de doubler le set du jeu de base, tout simplement. Donc remplacer des cartes par des nouvelles en ajoutant des mécaniques. Voilà, bref, c'est une bombe pour moi, très accessible, mais plaisant et tactique. J'en ai fait 27 parties et j'en redemande. Je sais que Seb Duge développait une version Legacy, il y avait ça dans les tuyaux. Dieu sait ce qu'il en adviendra. Alors Pearl Games a fait une seule localisation, La Granja de Michael Keller et de Andreas Odendahl. Alors là, j'ai pas la boîte. Cette localisation, ça n'a pas été une bonne expérience pour eux. Le jeu a un peu galéré à se vendre. Moi, j'en ai fait 1 ou 2 parties sur BGA. C'est un chouette jeu de draft 2D avec des cartes qui ont plusieurs façons de les utiliser. C'est assez classique, mais c'est vraiment pas inintéressant. Sa suite est beaucoup plus expert, ça s'appelle El Burro. Ça doit arriver en financement participatif cette année. On a pu faire une demi-partie avec mon compère Benjamin à Essen. El Burro, ce sera vraiment du gros jeu, bien plus costaud que la Granja, qui reste assez light mais plaisant. Donc c'est à surveiller. Et puis on revient aux jeux originaux. En 2015, le jeu qui a révélé l'illustrateur Weberson Santiago, qui a fait ces illustrations magnifiques avec ce style très marqué, c'est l'Auberge sanglante de Nicolas Robert. Un super jeu de cartes à la thématique très fun, inspiré de l'Auberge rouge. Donc on est des hôteliers qui butent les clients qui arrivent chez nous. On leur vide les poches et on cherche à planquer les cadavres sans se faire gauler par la police. Voilà, et au-delà du thème vraiment réussi, c'est un jeu qui est assez technique. On n'a que 2 actions par tour et il faut bien planifier. On n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut et c'est très punitif quand on se fait pincer par les flics. Parce que non seulement on perd notre butin et on doit aussi payer une amende en plus. J'adore ce jeu, j'en ai fait 26 parties, il se joue très très bien à 2. Il a une mécanique très fine que j'ai rarement vue ailleurs. C'est que vos cartes ont des icônes qui représentent les tâches qu'elles acceptent de faire sans broncher. Par exemple, les prêtres aiment bien enterrer les cadavres, et les flics, ils aiment buter des gens. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le jeu. Et tous les ouvriers peuvent réaliser n'importe quelle tâche, mais s'ils n'aiment pas faire ce que vous leur demandez de faire, ils se barrent, vous les défaussez. Et parfois, ça vous arrange, car vous devez payer 1 thune par carte qui vous reste en main à la fin du tour. Donc, c'est bien pratique si les cartes dont vous n'avez pas besoin s'en vont. Et des fois, vous aurez envie de les garder, mais ça va vous coûter plus d'argent. Et vous allez du coup chercher à faire des actions optimisées qui demandent les icônes qu'ont les cartes dans votre main. Donc, c'est thématique et c'est mécaniquement super intéressant. Il y a une petite extension qui s'appelle Les Forains, avec 4 modules.
Certains sont dispensables. J'aime bien la nouvelle couleur de carte et les pouvoirs spéciaux qu'on draft en début de partie. De manière générale, en fait, chez Pearl Games, je trouve qu'il n'y a aucune extension qui soit indispensable, qui soit parfaitement réussie. Mais en même temps, les jeux sont tellement excellents qu'on a envie de les posséder par principe, ces extensions, et quand c'était encore possible, de les acheter juste pour les soutenir, en fait. En 2017, Otis, de Claude Lucchini, une coédition avec Libellude, ce qui annonce sur le papier un jeu plus familial. Et il n'en est rien. En termes de durée de partie, si, à deux, ça tient en une demi-heure. Mais les combinaisons sont tellement complexes à appréhender qu'il risque de méchamment décontenancer les joueurs occasionnels, et je pense d'ailleurs qu'il n'a pas trouvé son public en partie pour ça. On est clairement sur un casse-tête solo, avec une dimension course, puisque le premier à atteindre un certain montant de points déclenche la fin de partie. Vous avez une équipe de plongeurs, chacun avec sa capacité spéciale, et un bonus qui est aussi associé à chaque niveau de profondeur. Quand vous activez un plongeur, vous récupérez la ressource qui vous octroie, et il remonte à la surface, et du coup, il décale tous ceux qui étaient au-dessus de lui, à moins que vous ne dépensiez une batterie pour éviter ça. Et voilà tout le casse-tête. Réaliser les bons enchaînements d'activation, décaler comme ça vous arrange pour réaliser des contrats de façon optimale, plus efficacement que vos adversaires, tout simplement. Là aussi, j'en ai fait une quinzaine. Moi, je l'aime beaucoup dans son format, mais il faut savoir ce qu'on vient chercher, hein. Le jeu est assez froid, il a quasiment aucune interaction, et il s'adresse aux amateurs d'optimisation pure. Donc, pas trop un public familial, a priori. En 2018, Solenia de Sébastien Dujardin, à nouveau. À la base, c'est une reprise de la mécanique de voyage de Black Angel qui sortira l'année suivante pour réduire cette mécanique à un jeu familial de collecte de ressources et de réalisation de contrats. Alors, dit comme ça, rien de sexy, et pourtant, Solenia, ça a beaucoup de charme, avec sa gestion de main minimaliste, ses petits pouvoirs qu'on débloque, et la planification qu'il impose pour éviter d'avoir un stock qui déborde, parce qu'on est très vite limité en place. C'est malin, ça dure une grosse demi-heure, ça se joue très bien à deux. La mécanique d'avancée du dirigeable qui décale le plateau d'une tuile vers le haut en passant du jour à la nuit, c'est très intéressant, c'est plus stratégique qu'il n'y paraît. C'est un jeu où on peut se retrouver bloqué, et donc moins satisfaisant que d'autres titres familiaux, mais néanmoins très fluide. On joue une carte, on la résout, suivant. J'en ai fait 11 parties, je le ressors de temps en temps, avec plaisir. En 2019, et là on rentre dans les jeux dont je ne possède plus la boîte, parce que je l'avais acheté à sa sortie, c'est Black Angel de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban, donc les mêmes auteurs que Tournai et Troyes. Là, c'est plus compliqué. Le jeu était soldé partout. Moi, je l'ai acheté plein pot à la sortie parce que je fais confiance à Pearl Games. Mais voilà, apparemment, ils en ont fabriqué un peu trop après un premier tirage à la Gen Con qui a bien fonctionné, si j'ai bien compris. Et voilà, ça n'a pas trouvé son public. Le jeu, c'est une espèce de Troie dans l'espace. C'est illustré par Yann O'Toole. On retrouve les dés de couleur liés à l'occupation d'un espace. On retrouve la possibilité d'acheter des dés chez les adversaires. On a aussi un deuxième plateau à la Solenia sur lequel on pose des cartes avec un petit vaisseau qui avance. Donc ces cartes, parfois on va les poser dans l'optique qu'elles se fassent éjecter le plus vite possible pour qu'elles nous donnent des bonus. À d'autres moments, on va chercher à ce qu'elles restent là le plus longtemps possible, à l'inverse, car elles nous offrent une possibilité d'action supplémentaire. J'en ai fait 7 parties avant de le revendre. Franchement, le jeu n'est pas déplaisant, mais la sauce ne prend pas pour moi. Je trouve que les différents éléments se marient moins bien qu'ailleurs. L'iconographie, n'en déplaise à Yann O'Toole, elle n'est pas toujours facile à appréhender, ça dégueule un peu de partout. Rien de mauvais en soi, hein, mais avec tous les jeux experts dont on dispose, moi je comprends que celui-là il ne soit pas imposé, d'autant plus que la thématique science-fiction, elle semble parfois un petit peu artificielle. Voilà, c'est pas un ratage complet, c'est un semi-flop d'un point de vue commercial et créatif à mon sens, même si voilà, j'ai beaucoup de respect et d'affection pour les auteurs et pour la maison d'édition, mais voilà, c'est le premier de la liste que j'aime moins, hein, vous remarquerez. En 2020, 3 Dice par le trio habituel, un Roll and Write initié qui a fait pas mal parler de lui à sa sortie. Là aussi, j'aime moins. Je l'ai automatiquement acheté, comme tous les Pearl Games, mais c'est le seul que j'ai revendu avec Black Angel. Clairement, je trouve le jeu très efficace. Je pense qu'ils auraient pas pu faire mieux, en fait. Ils reprennent l'iconographie de 3, ils reprennent une infime partie de son feeling. Il y a des petits combos qui sont agréables.
Le jeu est généreux, avec des scénarios, il y a une mini-extension, tout ça. Moi, j'en ai fait en fait une vingtaine de parties, hein, donc voilà, je prends plaisir à y jouer, plutôt en solo, de temps en temps. En fait, j'y joue sur Board Game Arena. Donc pour moi, c'est plutôt un jeu solo, il n'y a pas d'interaction. C'est le cas de plein de roll and write, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, j'éprouvais pas le besoin de garder ma boîte. J'en refuserai pas une partie si on me le propose, et je trouve que c'est un bon roll and write à découvrir pour les amateurs du genre, si tant est qu'on ait encore besoin d'autres roll and write dans un monde où Welcome to the Moon existe. Mais voilà, ça c'est un autre débat. 3 dice, une réussite dans son style, mais pas assez explosif ou addictif pour moi. Et enfin, après une pause en 2021, 2 jeux coup sur coup en 2022. D'abord, Lofoten de Sébastien Dujardin, un petit jeu à 2 malin, illustré par Weberson Santiago. Donc moi j'en ai fait que 2 parties pour l'instant, je trouve ça chouette. Donc il y a cette roue à manipuler qui demande de gérer sa main, de planifier un petit peu. Votre roue, vous la déplacez pour récupérer des ressources dans un marché central, et si vous jouez la carte de droite de votre main, elle bouge ou tourne vers la droite, idem pour la gauche, et si vous jouez la carte du milieu, vous débloquez un petit pouvoir spécial. Après, c'est de la résolution de contrat, encore une fois, avec une dimension course. Il y a plusieurs petites extensions que j'ai pas encore essayées, donc pour l'instant, moi, j'ai pas le coup de cœur, mais j'y ai clairement pas assez joué pour me faire un avis. Je pense qu'il souffre d'un renouveau du jeu à 2, hein, avec des ambassadeurs comme District Noir, puis les jeux d'affrontement à la Radlands, à la Gozooix, qui ont fort la cote en ce moment. Il faut qu'il trouve sa place là-dedans, quelque part entre les deux. C'est pas évident, mais pour l'instant, je le garde. J'ai envie de le creuser. Les illustrations sont superbes et la mécanique est vraiment bien pensée. Et puis, un mois après à peine, Time of Empire de Pierre Voy et David Simian, donc un jeu de civilisation avec des sabliers en temps réel. Voilà, First Player en a beaucoup parlé, moi aussi, j'adore le jeu pour l'instant, j'en ai fait 5 parties, donc il est très clivant, on adhère ou on déteste. Moi, je l'ai uniquement fait découvrir pour le moment, donc c'est frustrant, car à la découverte, les joueurs tâtonnent davantage, il peut y avoir des erreurs de règles qui sont difficiles à repérer parce qu'on est concentré avant tout sur ce qu'on fait nous, mais j'ai vraiment envie de pouvoir le creuser, car j'adore son feeling, c'est assez unique pour moi. Et cette transposition du sentiment de frustration des Eurogames, dans lesquels on ne peut pas tout faire, avec une sensation ici de « je ne peux pas tout voir, en fait, je ne peux pas avoir mes yeux partout ». Donc il y a vraiment cette limitation qui est intellectuelle ou créée par des contraintes qu'imposent les règles du jeu dans les Eurogames plus classiques, et qui là est transposée de manière physique. Je trouve ça passionnant, c'est brillant. L'édition est au top, l'histoire des ventouses sabliers qui renversent le plateau personnel, c'est limite une légende, hein. Le côté adhésif, il s'en va très vite, il suffit de ne pas poser ses ouvriers comme un bourrin. Et beaucoup se plaignent du manque d'interaction, mais moi je pense que ce sentiment, il vient de l'attention rivée sur ce qu'on fait nous, quand on découvre. Et moi je prends le pari qu'avec de la maîtrise, on peut davantage surveiller les adversaires. Moi j'ai clairement envie de l'approfondir, en tout cas, je trouve les sensations qu'il procure assez uniques, assez rafraîchissantes, revivifiantes. Et comme Yoel de Force Player, moi je salue la prise de risque éditoriale, et rien que pour ça, c'est un jeu à défendre, à essayer, dont il faut parler. C'est dommage qu'un tel tour de force soit pas encouragé par Asmodée, même s'il n'y a évidemment pas de lien de cause à effet entre les ventes du jeu et la fermeture du studio. Les causes sont plus complexes, plus structurelles que ça, mais voilà, c'est triste que Pearl Games s'arrête sur un jeu aussi incroyable, aussi hors norme, et qui n'ait pas la chance de continuer. Voilà pour cette rétrospective des jeux Pearl Games. Alors, si on prend du recul, on constate un ensemble assez homogène, mais avec une palette variée dans les sensations de jeu. On constate des récurrences, donc il y a la réalisation de contrats, qui revient dans beaucoup de jeux, dans Lofoten, dans Otis, dans Solenia. Il y a des jeux personnels, dont l'éditeur est aussi souvent l'auteur. Il y a une interaction aussi, qui est généralement assez forte. On a une palette variée, mais sous des formes radicalement différentes. Du jeu familial à l'expert, du roll and ride classique au jeu de civilisation en temps réel. Moi, je retiens surtout une sobriété éditoriale. Un jeu par an en moyenne, avec seulement 4 extensions sur l'ensemble de leur vie. C'est malheureusement rare. Un régime de la sorte, à taille humaine, ça permet à l'éditeur de soigner ses jeux de façon jusqu'au boutiste, de polir jusqu'au bout, d'être en mode when it's done, on sort ça uniquement quand c'est terminé. Et pour le joueur, c'est l'assurance de bénéficier d'une œuvre ciselée, bien finie,
D'où l'achat automatique pour moi, en fait. Même si j'étais pas certain que le jeu allait me correspondre, je savais qu'il serait forcément fignolé au cordeau, donc jamais inintéressant. Ça permet aussi de suivre le travail d'un éditeur, de le soutenir, sans se ruiner. C'est le seul éditeur dont je puisse dire que j'ai possédé tous ces jeux, a fortiori en les pratiquant autant. Hein. J'ai une quinzaine de parties sur chaque jeu Pearl Games en moyenne. Bon, bah, si on devait faire ça sur les jeux d'un Blue Orange qui sort 50 jeux par an, si on devait tous les acheter, ça serait juste impossible. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait que j'y suis attaché, comme les Istari, auxquels je joue toujours régulièrement aujourd'hui. Les jeux Pearl Games, ils survivent à l'épreuve du temps. Ils font pas doublon pour la plupart, je dirais même qu'ils se révèlent complémentaires, et moi je suis content de quasiment tous les posséder. J'espère que cette rétrospective vous aura donné envie de découvrir ceux que vous connaissez pas, car ils méritent pour moi tous d'être essayés, d'être joués encore et encore, et j'espère que Seb Duge et son équipe trouveront le courage et les ressources pour rebondir. Dans le cas contraire, le monde du jeu aura perdu un acteur de taille, et il nous restera à chérir les boîtes encore dans nos ludothèques, quitte à les user jusqu'à la corde. Merci pour tout, Pearl Games. Merci à vous de m'avoir écouté. À bientôt sur la chaîne pour plus de jeux. Salut!